Donc, bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de notre nouveau balado Acquis de droit. Donc, balado qui sera animé par vos avocats du contentieux. Donc, le contentieux qui sont en fait 12 avocats qui vous représentent les employeurs dans le domaine de la construction lorsque vous avez des litiges, que ce soit en matière de santé et sécurité au travail, de relations au travail ou bien encore dans le cas d'infractions pénales. Donc, le balado, essentiellement, va être animé par mon collègue au contentieux, Maître Robert Delorme, qui est en fait un avocat expérimenté en droit criminel et pénal et également chargé de cours en droit criminel et pénal à l'Université du Québec de Montréal. Et par moi-même, Stéphanie Chaillet-Testa, qui, en fait, je suis une avocate également du contentieux et je pratique essentiellement là, en matière de santé et sécurité au travail et de relations de travail. Donc, l'idée derrière la création de ce balado, c'était en fait de venir outiller les employeurs dans le domaine de la construction, en fait, là, pour travailler en amont avec eux et, comme je le mentionnais, là, donner certains outils sur les mesures à prendre là, pour éviter, en fait, là, de se retrouver dans des situations indésirables, que ce soit là, en termes d'infractions pénales, de santé et sécurité au travail ou encore là, en matière de relations de travail. Donc, on veut venir vous aider, là, en fait, avant même que votre dossier se retrouve entre nos mains. Et la façon dont le balado va fonctionner, en fait, chaque épisode va porter sur un sujet là, spécifique et on aura un invité qui va venir nous entretenir de ce sujet-là. On va évidemment discuter, là, par exemple, des dispositions législatives qui vont venir s'appliquer dans la situation là, donnée, les critères d'application, etc. Mais l'objectif est évidemment là, de vulgariser le tout et d'illustrer avec des exemples concrets là, pour vous donner vraiment là, une meilleure idée de comment tout ça fonctionne là, dans le concret. Donc, voilà. Dans un premier temps, on va regarder avec Robert le sujet d'aujourd'hui. En fait, là, on débute ce premier épisode avec un sujet qui n'est pas toujours évident là, à démystifier, et c'est la négligence criminelle. Donc, Robert, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais d'abord nous faire une courte revue de l'historique législatif, là, en fait, de la négligence criminelle pour nous mettre en contexte? Bien, la négligence criminelle, c'est une infraction qui a toujours existé dans le code criminel. C'est un vieux concept qui existe depuis toujours, mais qui a connu des modifications au début des années 2000. Donc, il y a une vingtaine d'années, il y a eu des modifications où on est venu établir des règles entourant la négligence au niveau de la preuve. Et c'est là que ça a pris un nouvel essor pour les gens dans le milieu de la construction, entre autres, mais dans le milieu du travail de façon plus générale. OK. Donc, en gros, si on résume, c'est un concept qui existe quand même depuis un certain temps, mais je comprends que peut-être qu'autrefois, ce n'était pas nécessairement populaire sur un chantier de construction, si on veut. Bien, la négligence criminelle n'est jamais populaire sur un chantier, c'est évident, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une infraction qui est très complexe, théoriquement, qui est très complexe en soi à comprendre puis à appliquer. Ensuite, il y a aussi le fait que les moyens de preuve étaient complexes aussi. Donc, même s'il y avait des odeurs de négligence, l'enquête criminelle ne donnait pas souvent lieu à des accusations. Et évidemment, comme on est en matière criminelle, à ce moment-là, le fardeau de preuve est hors de tout doute raisonnable. Et donc, quand on fait la conjonction de tous ces éléments-là, ça faisait en sorte que c'était très, très rare et très difficile d'établir une preuve de négligence criminelle. Ça reste complexe, ça reste un fardeau de preuve qui est encore important, mais il y a eu une tendance à essayer de porter plus d'accusations criminelles depuis les modifications législatives de 2004. OK. Donc, aujourd'hui, on va aborder plus en détail, en fait, là, de quelle façon les employeurs dans le domaine de la construction peuvent se retrouver justement coupables d'une infraction de négligence criminelle et donc comment cette infraction peut avoir des répercussions là, sur eux importantes par la suite. Alors, pour nous entretenir plus en détail sur le sujet, on accueille aujourd'hui notre première invitée d'honneur à notre balado et on la remercie grandement d'avoir accepté notre invitation. Donc, Maître Justine Samoisette-Fournier. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Qui est notre collègue là, également au contentieux de la Sécu. Donc, Justine, en fait, là, est bachelière à l'Université de Sherbrooke. Elle a débuté sa pratique là, en droit criminel et pénal avant de se joindre à la Sécu, où elle continue là, de représenter des employeurs
au niveau d'infraction pénale. Donc, Justine, je comprends que la négligence criminelle, en fait, c'est un sujet d'intérêt pour toi. Tu as justement écrit une chronique en collaboration avec Robert dans le magazine Construire récemment. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, pourquoi c'est un sujet justement d'intérêt pour nos clients dans le domaine de la construction? Oui, bien, heureusement, là, c'est plutôt rare qu'on va en venir à une enquête au niveau criminel quand il y a une contravention, que ce soit par exemple au Code de sécurité des travaux de construction là, ou autre. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui peut mener à une enquête criminelle pour guérir plutôt que, pour prévenir plutôt que guérir. Donc, en fait, là, donc savoir qu'est-ce qui peut mener à une enquête criminelle, donc pour éviter les faux pas ou mieux s'y prémunir si jamais ça se judiciarise au niveau criminel. Bien, tu viens de le mentionner, Justine, c'est une infraction qui est assez rare, somme toute, sur un chantier de construction de la négligence criminelle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément dans quelles circonstances, en fait, peuvent survenir ce type d'accusation? Oui, bien, tout d'abord, ça survient souvent en gradation. Donc, il y a premièrement souvent une visite de la CNSST sur un chantier de construction et parfois, donc, l'inspecteur ou l'inspectrice va simplement amener des observations, donc des corrections aux normes réglementaires, là, ça peut mener aussi à l'émission de constats d'infraction par la suite. Donc, que ce soit via l'article 236 de la Loi sur la santé et sécurité du travail, ça, les entrepreneurs habituellement connaissent cet article-là, ou bien par via l'article 237 de la Loi sur la santé et sécurité au travail, plus rarement. Donc là, on va parler de cas vraiment plus graves. Donc, quand il y a des blessures graves ou voire même décès d'un travailleur, là, ça peut mener à une enquête criminelle là, et vers des accusations criminelles. OK. Bien, justement, allons les voir, ces dispositions-là, un petit peu plus en détail. Là, ça va être la portion un petit peu plus théorique du balado, mais je pense que c'est quand même important qu'on regarde les différences entre justement les différents articles de loi, les différentes dispositions et les critères d'application. Donc, par exemple, si on regarde dans le contexte de l'inspection par la CNSST d'un chantier de construction, donc, pour des situations qui impliquent un accident grave, on voit qu'on a l'article 236 LSST. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, bien, l'article 236 de la Loi sur la santé et sécurité, ça peut être toute contravention, là, finalement, à la loi ou au règlement qui en découle. Là. Donc, c'est pas nécessairement donc d'une certaine gravité. Là, ça peut être... on oublie là, de mettre un casque là, sur un chantier de construction, puis ça peut mener à cet article, une contravention à cet article-là. Donc, c'est simple, c'est technique. Donc, dès qu'une contravention on peut là, être visé par l'article 236 de la Loi sur la santé et sécurité au travail. Par la suite, donc là, il y a l'article 237 qui est de plus grande gravité, là, je dirais, là, donc qui a des critères plus élevés. Donc, quand un entrepreneur ou une entreprise compromet la santé et sécurité des travailleurs ou même l'intégrité physique des travailleurs, bien là, ils peuvent être visés par cet article de loi-là. Ça peut engendrer là, des conséquences plus graves là, également. Donc, j'en comprends que 236, c'est quand même assez fréquent de voir là, une infraction en vertu de cet article-là. Puis le 237, ça commence déjà à être un peu plus rare. Et finalement, on arrive à l'accusation de négligence criminelle là, qui est l'autre évidemment, oui, effectivement. OK. Puis, est-ce que si on regarde là, les dispositions 236, 237, puis qu'on a une accusation en vertu de ces dispositions-là, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement combien est-ce que ça peut représenter comme coût dans les faits une contravention là, pour un employeur qui est reconnu coupable en vertu de ces dispositions-là? Oui, parce qu'il y a une bonne différence. Quand c'est via l'article 236, donc les critères sont moins élevés là, pour poursuivre en vertu de cet article-là, mais les amendes, donc, sont également moins élevées. Donc, pour une personne morale, donc une entreprise, ça peut passer de 2 000 là, environ jusqu'à 16 000 là, et plus. Donc, quand il y a des récidives additionnelles. Donc, ça peut être très salé, mais ça reste quand même dans ces eaux-là. Si jamais l'entreprise est poursuivie via l'article 237, là, on parle vraiment là, ça commence à 20 000 Donc, la peine minimale est à 20 000 et s'il y a des récidives ou des facteurs aggravants, des récidives additionnelles, etc., on peut monter jusqu'à plus de 400 000 OK, oui, quand même. Puis là, ça, c'était pour la LSST. Maintenant,
si on parle de la négligence criminelle en vertu de l'article 219 du Code, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les critères à faire valoir et en fait, là, les conséquences? Oui, bien, en fait, l'article 219 du Code criminel le précise assez bien, là. Donc, on peut être trouvé coupable de négligence criminelle soit en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose. Puis là, c'est là où ça vient s'entrecouper avec la loi sur la santé et sécurité parce que si l'entrepreneur omet de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, donc si c'est prévu dans la loi sur la santé et sécurité qu'il doit accomplir là, certaines... qui doit des mesures de prévention. Oui, c'est ça. Donc, s'il doit respecter les mesures de prévention puis il ne le fait pas, bien, il peut être passible là, de négligence criminelle. Il y a d'autres critères qui viennent s'ajouter à ça, là, mais il faut en tenir compte. Robert, avais-tu des commentaires ou autres détails que tu souhaiterais ajouter par rapport à ces articles de loi-là et aux critères, en fait, la différence entre les critères? Oui. D'une part, au niveau des conséquences, évidemment, il y a des amendes qui sont possibles pour l'organisation en vertu du Code criminel. Mm-hmm. Personnellement, si les gens sont poursuivis personnellement, donc un dirigeant serait poursuivi à titre personnel, là, il y a un danger d'emprisonnement. Donc, évidemment, ça vient changer la donne au niveau des conséquences. Au niveau des critères, je faisais référence plutôt à des choses qu'on a voulu faciliter en termes de moyens de preuve. C'est qu'on est venu créer, d'une part, ce qu'on appelle une présomption de négligence qui est fondée sur ce que chaque personne doit faire au sein de l'entreprise. Alors, c'est ce qu'on appelle une présomption de négligence qui vient faire en sorte qu'on va devoir s'expliquer pourquoi on a pris ou on n'a pas pris des mesures dans un cas particulier. Donc, c'est là que ça vient jouer. C'est des dispositions du Code criminel qui viennent s'ajouter. OK. Je pense que ça serait intéressant aussi là, pour, en fait, là, comprendre plus concrètement comment ça se présente, là, ces infractions-là. Si tu étais en mesure de donner peut-être des exemples là, de situations en vertu là, de 236, juste pour nous aider à départager tout ce qu'on a évoqué tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. 236, ce qu'on retrouve régulièrement, si on prend, disons, une situation semblable pour les trois éventualités, parlons d'une tranchée, d'une excavation, dès le moment où il n'y a pas eu de protection qui a été prise, dès le moment où il y a, par exemple, des matériaux qui se retrouvent à proximité du dessus de la tranchée, des véhicules tout près, à ce moment-là, il peut y avoir une infraction en vertu de 236, donc ce qu'on évoquait, là, quelques milliers de dollars qui peut s'appliquer. Donc, le simple fait de ne pas avoir respecté le code de sécurité dans les travaux de construction va être une infraction, sans égard aux conséquences, sans égard au contexte plus particulier ou plus général. Donc, ça, c'est 236. 237, c'est qu'on aurait une même excavation ou une tranchée, mais à ce moment-là, on aurait des pentes qui ne seraient pas conformes, qui mettraient en danger des travailleurs qui, par exemple, pourraient se retrouver dans l'excavation ou dans la tranchée. Alors, évidemment, s'il y a cette situation-là, l'article 237 va pouvoir s'appliquer. Donc, jusqu'ici, on est en vertu de la loi sur la santé et sécurité. S'il y a une enquête criminelle, généralement, c'est qu'il y aura eu quelque chose de grave qui s'est passé. Et on peut penser à ce moment-là que l'excavation, n'étant pas conforme, s'est effondrée et qu'il y a eu des blessures ou un décès qui a été causé. Alors, c'est un peu ça la distinction qu'on peut faire entre chaque situation. OK. Puis, outre le fait là, de recevoir un constat là, d'infraction, de payer une amende, il y a sans doute également d'autres conséquences là, pour une entreprise qui est prise justement avec une situation là, d'accusation en vertu du Code criminel. En vertu du Code criminel, oui. Évidemment, il y a l'aspect monétaire, l'aspect d'emprisonnement éventuel si c'est quelqu'un qui est poursuivi personnellement, ce qui est quand même extrêmement rare. Mais c'est surtout, il peut y avoir un impact sur la licence d'entrepreneur éventuellement, donc il faut être conscient de ça. Il faut être conscient des contrats futurs qui vont peut-être être influencés aussi dans l'octroi des contrats futurs. C'est jamais bon d'avoir un antécédent de cette matière-là. Et surtout, peut-être, de façon très, très concrète, c'est le temps et l'énergie qu'on va passer à se préparer, à documenter, à répondre, à collaborer à l'enquête, etc. Et éventuellement, peut-être à se défendre. Donc, c'est énormément de temps et d'argent et d'énergie à consacrer. Donc, comparativement à une infraction plus banale en vertu de la loi sur la santé et sécurité. D'où l'importance de faire
de la prévention. Exactement. Parce de que prendre les mesures nécessaires pour prévenir ça. Oui, sinon on va en payer le prix en termes d'énergie éventuellement et de la progression des chantiers qui vont continuer à justifier aussi de l'énergie et du temps. Puis, au niveau là, de l'inspection, c'est quoi les problèmes fréquents là, qui entourent l'inspection et qui peut prendre justement la tournure d'une enquête criminelle? C'est qu'il y a des délais à respecter de production de documents, de collaboration. Okay. Donc ça, c'est certain que c'est important. Mais il y a aussi un aspect sur lequel on n'entrera peut-être pas en détail, mais qui est la dualité de l'enquête. Il y a des pouvoirs d'inspection et il y a des pouvoirs d'enquête. Il y a une obligation de collaboration, mais si on est visé par une enquête, il peut y avoir certains droits, certaines garanties, comme le droit de garder le silence. Donc, tout ça fait en sorte qu'il faut essayer de déterminer à quelle étape on se situe, quelles sont nos obligations légales, quelles sont nos protections légales également. Alors, tout ça fait en sorte qu'il est très sage de consulter quelqu'un au niveau de conseil juridique le plus tôt possible. Donc, dès qu'on... En fait, dès qu'on a l'impression que ça peut devenir pertinent. Ouais. Ouais. On n'a pas besoin d'attendre le déclenchement de l'enquête. Ouais. C'est mieux de le faire de façon préventive. Parfait. Plutôt que de rétro-pédaler par la suite. Oui, tout à fait. Maintenant, on parle encore de l'enquête. Là. Quels sont les éléments qui peuvent inciter maintenant à une exploration de la responsabilité criminelle de l'entreprise? Bien, d'une part, les dispositions en matière du Code criminel prévoient l'existence ou la définition, le concept de négligence criminelle, mais ce qu'il faut bien comprendre comparativement aux deux autres dispositions dont on a parlé en vertu de la loi sur la santé et sécurité, c'est qu'en matière criminelle, la négligence criminelle n'est une infraction que s'il y a des blessures, des lésions corporelles, ou s'il y a décès. Donc, nécessairement, dès qu'il y aura des blessures assez importantes et qu'il y aura décès, on peut se dire qu'il y a une possibilité d'envisager une enquête criminelle. Sinon, ça devient non pertinent. Mais au-delà de ça, on va regarder, du point de vue d'un enquêteur, on va regarder les incidents antérieurs. Est-ce qu'il y a eu des infractions en semblable matière? Est-ce qu'il y a une certaine répétition dans le problème qui a été constaté? On va regarder c'est quoi les réactions de l'entreprise à ces incidents-là, s'il y en a déjà eu. On va regarder également les documents ou les manières de faire, les ententes verbales ou autres, au niveau de la répartition des tâches, savoir qui devait faire quoi, ça devient extrêmement important. Et surtout, bien, on va regarder est-ce que l'entreprise était passive, est-ce qu'elle a pris des mesures, et l'élément le plus important, c'est est-ce que l'entreprise était au courant, est-ce qu'elle avait connaissance d'un risque ou d'un danger, selon le cas. Justine, Robert vient de mentionner en fait que le fait qu'un employeur ait eu des incidents antérieurs va être évidemment un élément qui va être pris en considération là, dans le cadre de l'enquête. Est-ce que tu pourrais nous expliquer là, donc pour l'employeur quelles sont les mesures qu'il pourrait prendre en réaction justement à des incidents antérieurs? Oui, bien, on va regarder à voir si l'employeur a fait preuve de diligence raisonnable, donc c'est-à-dire est-ce qu'il a pris toutes les mesures pour éviter que l'infraction soit commise. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, il y a deux concepts, je pense, qui sont très importants là, d'aborder puis de départager. On parle d'avoir la connaissance versus faire preuve d'aveuglement volontaire. Est-ce que vous voulez, chacun à tour de rôle, peut-être me donner vos commentaires là, sur ces deux concepts-là? Vas-y, Justine. À démystifier. Oui, bien, en fait, tout d'abord, la loi sur la santé et sécurité fait référence à la négligence, alors que le Code criminel parle plutôt d'insouciance. Donc, c'est vraiment deux niveaux de preuve complètement différents. En fait, on parle dans le Code criminel là, d'insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. Donc, ce qu'on comprend, malgré qu'on fasse référence à l'insouciance en matière de négligence, là, c'est ça qui est peut-être pas clair et qui amène un peu de confusion, mais le critère est donc de l'insouciance. L'insouciance devra être prouvée d'une part, hors de tout doute raisonnable, parce qu'on est en matière criminelle, pour une infraction. Et on devra aussi, donc, comme on l'a qualifié de déréglé ou téméraire, c'est pas une simple insouciance, c'est une insouciance qui atteint un niveau très, très élevé. Et la façon d'établir cette insouciance-là, par opposition à ce qu'on parlait plus tôt de la négligence, c'est que la personne ou l'entreprise aura une connaissance d'un risque ou d'un danger
et qu'elle va persister. Alors, l'exemple classique, c'est quelqu'un qui voit le risque, qui se croise les doigts puis qui espère que ça va bien se passer. Si c'est ça, il y a un danger de parler d'insouciance. Si on n'a pas connaissance du risque ou du danger, à ce moment-là, on est plus dans de la négligence. Donc, qui nous exclurait des dispositions du Code criminel. Mais c'est là que ça se joue, c'est au niveau de la connaissance, de savoir est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent d'établir que l'entreprise avait connaissance du risque ou du danger. donc c'est ça, dans le fond, le critère qui est mentionné dans l'article de loi, qui est l'insouciance, Oui. fait appel directement au concept de la connaissance. Exact. Dans le fond, c'est ça qui est à démontrer, que l'employeur avait connaissance pour démontrer au final que s'il avait connaissance puis qu'il a agi de cette façon-là, bien, il était nécessairement insouciant. Oui, parce que l'insouciance, finalement, c'est de la connaissance avec de la persistance dans le comportement. Alors, tantôt, tu faisais référence au concept de la connaissance, l'autre étant l'aveuglement volontaire. Mais l'aveuglement volontaire, c'est simplement une façon de prouver la connaissance. OK. Alors, de façon théorique, il y a la connaissance réelle, si je le sais vraiment, et la connaissance qu'on va me reprocher si on établit que j'ai fait preuve d'aveuglement volontaire, c'est-à-dire que j'avais suffisamment d'éléments pertinents à ma connaissance pour qu'on puisse dire ça va être un substitut suffisant et on va considérer que tu avais de la connaissance. Et si tu as persisté, ça va devenir de l'insouciance. Je me souviens plus si on l'aborde en détail, mais je crois que ça a été mentionné, le fardeau de preuve, tu l'as mentionné un peu d'emblée, là, hors de tout doute raisonnable, dans le Code criminel par opposition à la LSST. Non, c'est toujours hors de tout doute raisonnable. C'est toujours hors de tout doute. Puisqu'on parle d'une infraction, c'est toujours hors de tout doute raisonnable, mais comme on est en matière criminelle et que les éléments à prouver sont encore plus difficiles, ben, d'autant plus le fardeau devient exigeant. Puis là, on a un risque de condamnation personnelle aussi. Dans des cas rarissime. Si on était dans des cas très rares, là, on est rendu dans des cas rarissimes. Mais il arrive que des gens soient poursuivis. Là, donc, un dirigeant, quelqu'un qui supervisait des travaux peut être poursuivi ou enquêté, à tout le moins, en matière criminelle pour savoir si son comportement révèle qu'il avait à sa connaissance des éléments du danger. Alors, si je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une excavation, si quelqu'un ne veut pas aller dans une excavation et qui envoie quelqu'un d'autre parce qu'il trouve que c'est trop dangereux, bien évidemment, il est à risque. Si quelqu'un supervise le travail et qui se retrouve directement dans la tranchée pour aller participer aux travaux, bien à ce moment-là, on peut imaginer que cette personne-là n'avait peut-être pas vu le danger. Évidemment, ça peut être quelqu'un de totalement négligent et insouciant par ailleurs, mais ce serait la différence qu'on ferait, par exemple, entre un élément de connaissance et une absence de connaissance. Quelqu'un qui se met à risque, si c'est quelqu'un de diligent, de prudent, bien, on pourrait en tirer comme conclusion qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un danger et que c'est plus de négligence et non pas de l'insouciance à ce moment-là. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de condamnation personnelle puis ce que ça pourrait représenter comme peine? Mais les peines pour les entreprises, on parle souvent de condamnation de 100 000 $ et plus, 300 000 $ dans ces eaux-là. Quand on est dans des situations où c'est les personnes qui sont poursuivies à titre individuel, il y a eu des peines d'emprisonnement de 1 an et demi, 3 ans. Oui, hein? Ça peut aller aussi loin que ça. Évidemment, c'est des cas de décès et des cas où la preuve démontrait qu'il y avait une insouciance téméraire ou déréglée. Voilà. Maintenant, quelles sont les mesures envisageables là, en fait, là, pour résoudre là, ce type de situation-là une fois que ça s'est manifesté? Là? De l'information, des conseils juridiques, d'agir prudemment parce que, je le disais, il faut collaborer à l'enquête dans une certaine mesure avec les inspecteurs. Donc, de la rigueur et des conseils juridiques, je dirais. Puis, on en a quand même déjà un peu parlé, mais pour prévenir là, la survenance de ce type de problème-là, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on recommanderait là, à nos clients
on revient aux mesures de base qui sont de l'information, de la formation, de la rigueur, d'une bonne supervision, une bonne organisation, bien assurer sa discipline, son autorité aussi, et prêter une attention particulière peut-être à la documentation, parce qu'encore une fois, c'est souvent la base de l'enquête, ce sera la documentation qui existe au sein de l'entreprise. Justine, es-tu en accord avec ces mesures préventives-là? Bien oui, j'allais ajouter qu'on ne le dira jamais assez souvent que documenter, justement, le dossier, c'est hyper important, surtout quand on sait que la responsabilité de celui qui gère une tâche peut être imputée. Donc, vraiment documenter là, toutes les tâches de travail, c'est important, les méthodes, les procédures, non seulement en faire des avis, des rappels verbaux là, de ce qui doit être fait, mais aussi les écrire. Puis on sait qu'en construction, ça va vite. Puis souvent, bien, c'est plutôt des avis verbaux qui sont faits. Puis ça, c'est bien correct, mais il faut une traçabilité de ces avis verbaux-là. Donc, si vous pouvez les noter là, dans votre par écrit, donc dans votre rapport de journalier, par exemple, donc ça va faire preuve là, que ça a été fait au moins cet avis verbal-là à telle date, à tel moment. Donc, des vidéos, des photos, vraiment des choses qui sont hyper importantes parce que c'est souvent ça, effectivement, qui manque quand on est rendu au stade, quand c'est judiciarisé. Là. On manque de preuves. On manque de preuves. Puis des enquêtes, c'est long. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, la mémoire est une faculté qui oublie. Il faut vraiment documenter le plus possible. Merci. Et Robert, as-tu autre chose à ajouter à Pour savoir? pour conclure, Ouais. peut-être que tout ce dont on a parlé, c'est quand même des choses qui arrivent rarement. Il n'y a pas des enquêtes régulières, donc on reste calme. Oui, pas de panique. On prévient, on prend des mesures au quotidien et il faut faire attention en matière de négligence criminelle à ce qui est connu de la part d'entreprises ou ce qui est presque connu. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Il faut être vigilant. Bien, merci à vous deux de nous avoir entretenus sur ce sujet aujourd'hui de la négligence criminelle. Et pour la fin, est-ce que nous avons une question pour Justine? Alors, l'idée du balado, c'est de permettre une conclusion sur l'une des 3 lettres de l'ACQ. Donc, est-ce que tu choisis une anecdote, une création ou une question? Je vais dire une création. OK. Alors, quelle est ta création, ton œuvre créatrice préférée? Bien, je vais répondre avec ce que j'ai vu le plus récemment. Donc, moi, j'adore les pièces de théâtre. J'y vais pas assez souvent, là, mais dernièrement, je suis allée voir les gens, les lieux, les choses. J'espère que j'interfère pas les mots, mais c'est le titre, là, c'est... j'ai oublié l'actrice, là. Anne-Élisabeth Bossé, Oui, hein, c'est ça. Effectivement, puis ça a vraiment été une découverte, là, pour moi, puis c'est un jeu, là, excellent, puis... Oui, j'ai vraiment été touchée par cette création-là parce que ça venait là, expliquer un petit peu là, les problèmes de toxicomanie et tout. Là, donc, c'était touchant. Donc, vraiment, j'ai bien aimé. Merci, Justine. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée dans votre première émission de ce balado. On te réinvitera, sûrement. Absolument. Ouais. Absolument.